Attention car à vous arrive Mike Perez pour sa rubrique quotidienne. Le sujet de Mike Perez. Excellente journée, merci d'être avec nous. Bonjour Mike. Bonjour Philippe. Partons visiter la plus luxueuse gare du monde. Oui, et figure-toi que elle est en Suisse, sinon je t'en parlerai pas. Partons à la visite de la plus luxueuse gare du monde et je suis prêt à parier que c'est pas Lausanne. Non, c'est pas Lausanne, c'est la plus encombrée en travaux, ça peut-être. Non, la plus luxueuse évidemment. Si vous avez l'habitude de prendre un petit peu le train en Suisse, sans surprise, je vais vous dire que c'est Zurich. C'est ce que j'allais dire. Ouais. De là à dire que c'était la plus luxueuse au monde, il y avait quand même un pas qu'il fallait franchir. Et en fait, c'est une compagnie britannique, All Clear, qui a établi ce classement en passant au crible, donc les plus grandes gares mondiales, selon 5 critères très précis, sans tenir compte de la ponctualité des trains, parce que ça, finalement, c'est indépendant de la gare. Hein. Ça, c'est un autre luxe. Ça dépend des compagnies. En Suisse, on n'est pas si mal loti que ça. Ouais. Dans les critères, il y avait notamment des salons d'attente en première classe, la gastronomie qui est proposée, la qualité de la gastronomie proposée aussi dans la gare, des possibilités de shopping, des possibilités d'hébergement aussi, si tu dois passer la nuit, que ce soit dans la gare ou à proximité immédiate de la gare, et puis aussi, évidemment, les avis des voyageurs. Et à ce petit jeu-là, c'est donc la gare de Zurich qui décroche la première place de ce classement. Gare de Zurich qui a été inaugurée en 1847. C'est vrai qu'elle est magnifique, ce grand hall qui est majestueux, qui accueille d'ailleurs souvent des manifestations aussi diverses que variées. Une gare qui a beaucoup évolué évidemment ces dernières années. C'est vrai que c'est devenu un centre commercial en soi. Ça, ouais. Si une fois vous avez l'occasion de passer à Zurich, que vous devez changer de train ou autre, prenez le temps d'aller faire un petit tour dans cette gare de Zurich. Elle est impressionnante. C'est un labyrinthe. On s'y perd. On s'y perd. Mais c'est vrai que il y a des magasins, il y a des boutiques, il y a à boire et à manger tout ce que vous voulez, quoi. Il y a une quantité d'enseignes qui est assez extraordinaire. C'est beau. On s'y sent bien. Ouais. C'est beau, c'est propre, c'est aligné, c'est vraiment. Je suis allemand. Voilà, mais c'est incroyablement beau. Et ça, c'est la partie un peu souterraine, on va dire. En plus, elle est monstrueuse cette gare. Il y a des trains à n'en plus finir. Moi, j'adore la partie qui est en surface. C'est cette gare en cul-de-sac en haut. Tu sais, t'as ces 15, 16, 17 voies, je sais plus exactement combien, qui sont là en cul-de-sac. Puis en fait, t'as ces beaux trains. Moi, j'adore le train. Et moi, quand je vois effectivement ces trains de nuit, ces trains allemands, le TGV, le Cisalpino et tout, quand je vois ces trains, puis que tu regardes les panneaux avec des destinations, quoi. L'autre jour, j'y étais, je voyais un train qui allait jusqu'à Budapest. Ça fait rêver. Jusqu'à Amsterdam, en Allemagne, jusqu'à Paris, ou comme ça. Tu te dis, waouh, c'est quand même beau. Ça fait rêver, quelque part. Donc, c'est une très très belle gare. Je connaissais pas ta passion pour les trains. Ah, j'adore les trains. J'adore. Vrai ferrovipate. Je suis pas un spécialiste et un connaisseur, mais j'adore prendre le train. Et la gare de Zurich, j'y suis allé quand même assez souvent, très régulièrement. D'accord. Et c'est vrai que c'est une gare que je trouve vraiment fascinante. Donc voilà, c'est la plus luxueuse au monde, probablement du coup une des plus belles aussi. Oui. Et je pense que c'est amplement mérité. Dans les autres gares qui figurent dans ce classement, il y a des gares au Japon, parce que les Japonais sont aussi des fous furieux du train, des ferrovipates. Voilà, exactement, des grands amateurs effectivement de train et de gares. Donc voilà, il y a de très très belles gares. La gare de Lyon à Paris, aussi belle, oui, bien sûr. Ceux qui ont l'habitude d'aller à Paris en TGV, c'est aussi une très 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 belle gare. Et puis étonnamment, les gares allemandes, par exemple, ne sont pas forcément très très bien classées. Munich et Berlin arrivent au bas du top 20, donc elles sont pas parmi les plus belles en tout cas. Après, ça veut pas dire que c'est pas une bonne gare, mais voilà. Donc chapeau à cette gare de Zurich. Un jour, peut-être, la gare de Lausanne pourra figurer, j'ai bien dit peut-être, dans ce les travaux seront finis. Faut pas être pressé. C'est déjà l'été dans le Morning Show, avec un max de musique. Les sujets de Mike Perez. Très belle matinée, merci d'être avec nous. Et on fait le plein ce matin avec Mike Perez. Ou disons que si tu ne fais pas le plein à la station-service, t'as peut-être remarqué qu'il y avait parfois, encore souvent même, je dirais, une petite mention qui mettait minimum 5 litres, livraison minimale 5 litres. Qu'est-ce que ça veut dire exactement ? Je t'en parle.
Minimum 5 litres. Alors, j'ai pas souvenir d'avoir vu ça, mais Oui, alors en même temps, c'est bizarre. moi ça m'a souvent frappé et puis je me suis souvent posé la question, et si je mets pas 5 litres, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on va me facturer quand même 5 litres d'essence même si j'en ai mis que 4 parce que tu as juste voulu faire la pointe ou que tu as rempli un petit peu dans un jerrycan ou autre? Alors il faut savoir qu'en fait cette mention, c'est un peu un héritage technique d'une autre époque, l'époque où il y avait des pompistes qui étaient là pour te faire le plein, pour te mettre de l'essence dans ton réservoir, et puis en fait, pour ne pas, on va dire, déranger le pompiste et le faire travailler pour pas grand-chose, on imposait ce minimum, quoi, parce que finalement, son travail était rémunéré en partie grâce à ce que tu payais au niveau du litre d'essence. Et pour que ça... On va dire ça en vaille la peine, ça justifie son travail, on a imposé effectivement à ce moment-là de dire faut que tu prennes au minimum 5 litres. Alors, t'en prenais évidemment certainement plus. Mais en fait, ça vient de là. Et au jour d'aujourd'hui, évidemment, des pompistes, t'en trouves plus beaucoup. Hein. Je sais même pas si en Suisse, tu trouves encore des stations-service où tu te fais servir. C'est une bonne question, je sais pas. Moi, j'ai pas ça en tête. Non plus. Tu vas dans d'autres pays, tu trouves encore. En Italie, j'avais remarqué qu'il y avait encore des stations-service où on te servait à la pompe. En Espagne aussi, ça arrive. Mais voilà. Pas une voiture électrique, toi? Non. J'ai plus de voiture électrique. Donc c'est quelque chose qui, en tout cas en Suisse, n'existe plus. Mais voilà, c'est resté un peu ancré dans la tête des gens. Mais ce qui est important de savoir, c'est que du coup, si vous allez à la station, que vous mettez juste 3 litres dans votre jerrycan, ou que, comme je le disais, vous devez juste mettre 3 litres dans votre réservoir parce que vous êtes à court d'essence, mais que vous voulez faire le plein dans votre station-service préférée, mais que vous n'êtes pas sûr de pouvoir y arriver, il n'y a pas de souci. Vous mettez 3 litres, vous payerez 3 litres, il n'y a pas de problème. On va pas vous enguirlander et vous sermonner parce que vous avez mis moins de 5 litres, même si ça figure encore sur la pompe à essence. Eh bien, merci pour cette info, mon cher Mike Pérez. On se retrouve demain pour bien terminer la semaine. Oui, on va parler, tu verras, de la plus belle plage du monde. Je t'ai parlé de la plus belle gare. Demain, je te parle de la plus belle plage. Alors là, ça m'intéresse vraiment. Écoutez le Morning Show partout en Suisse romande en DAB+. C'est déjà l'été dans le Morning Show avec un max de musique. Et on va parler vin comme chaque matin avec Vanny, notre spécialiste qui est en pleine forme et qui est en joie et ça fait super plaisir. Mais bonjour Vanny. Bonjour Philippe. La chronique de Vanny. La chronique de Vanny. Et Vanny, on parle de quoi aujourd'hui? On va parler Cubi. Encore? Ça, c'est pour faire la sangria, non? Eh ouais, non, j'ai envie de froisser les puristes en ce moment. Si le Cubi était l'avenir du vin, c'est ma question du jour. Oui. Eh bien, on boira autre chose. Non, je vais vous faire changer d'avis, vous allez le voir. Parce que quand je vous dis Cubi de vin, c'est vrai que quand on parle de Cubi, qu'est-ce qui nous vient à l'esprit? C'est de la piquette, quoi. On va être honnête. C'est ça à quoi ça nous fait penser tout de suite, effectivement. Et ouais, pour beaucoup d'entre nous, l'image n'est pas forcément très flatteuse. On pense aux vins bas de gamme, c'est vrai, parce que souvent, en fait, c'est les vins bas de gamme qui ont été mis en Cubi. On pense barbecue de fin de soirée, vin de table sans grand intérêt. Enfin bref, on pense à rien de très sympa. Sangria. Mais si, peut-être, on se trompait complètement. C'est nous, Européens, on est peut-être mal influencés, on est peut-être mal habitués. À savoir. Parce qu'aujourd'hui, le bag-in-box, comme on dit, c'est quand même plus élégant que le Cubi, a beaucoup évolué. Déjà, il présente un avantage considérable. Une fois ouvert, le vin se conserve plusieurs semaines sans s'oxyder. Ça, c'est génial. Contrairement à une bouteille ouverte qui perd rapidement de sa fraîcheur, le vin contenu dedans, dans un bag-in-box, n'est jamais en contact avec l'air. Donc, il n'y a pas d'oxydation. Il n'y a pas d'oxydation. Et ça se sent vraiment, c'est génial. Ouais. Et c'est là où je me pose une question. Pourquoi voit-on encore si peu ce format dans les restaurants ? Car lorsqu'un établissement propose une dizaine de vins ouverts, combien de bouteilles sont parfois ouvertes sans être totalement vendues? Combien de litres finissent par perdre en qualité ou même par être jetés? Le bag-in-box pourrait avoir pourtant beaucoup à offrir en solutions intéressantes, moins de gaspillage, une qualité plus constante, un service plus rapide et potentiellement une meilleure rentabilité. Alors bien sûr, il reste un énorme frein à l'image parce que servir un bon vin en Cubi, c'est ça. Ça peut refroidir le consommateur et pourtant si on s'y connaît un peu, on sait que c'est pour mieux préserver le vin.
Le consommateur, il associe encore trop souvent le cubi, le bag-in-box à un produit d'entrée de gamme, mais c'est un contenant qui fait la qualité du vin aussi. Donc après tout, si on changeait un peu nos a priori, les restaurateurs pourraient plus facilement opter pour cette solution pour mieux conserver le vin au verre et du coup avoir des meilleurs vins au verre qui gardent une qualité sur plusieurs semaines. Ouais. Mais je pense que c'est une façon de penser qui est aussi ancrée dans la tête. C'est de l'information comme toujours, donc c'est là où notre rôle est important. Ouais. Pourquoi pas, c'est une idée en tous les cas. Sujet que vous retrouvez évidemment en podcast sur... La Goutte Podcast sur toutes les plateformes, sur les réseaux sociaux et puis bien sûr sur YouTube. Merci Vanille. Merci Philippe. C'est déjà l'été dans le Morac Show avec un max de musique. Morac Show. À table. Les coups de cœur, gastronomie. Les coups de cœur, les coups de cœur. Et sans plus attendre, on retrouve Knut Schwander. Bonjour Knut. Bien le bonjour. Partez à la découverte des plus belles tables des Suisses romandes. Excellente journée, merci d'être avec nous. Tout de suite, on parle gastronomie avec Knut Schwander. Exactement, on parle gastronomie, on parle fondue, comme qui cette fois va être dégusté à Châtel-Saint-Denis. Ah. Est-ce que vous connaissez Châtel-Saint-Denis? Mais oui, Châtel-Saint-Denis, c'est très très joli, Châtel-Saint-Denis. Et je crois savoir où vous allez nous emmener. Bien voilà, où ça? C'est pas le Tivoli, c'est ça quelque chose de... C'est le Tivoli, bravo, exactement. Oui. Bingo, de nouveau vous avez gagné. Le Tivoli, qui est un endroit absolument incroyable. C'est la 5e génération maintenant de la même famille qui gère ce Tivoli. Et puis, ce qu'il faut savoir, c'est que le décor est quand même unique. Il est complètement tapissé de boiseries sculptées. C'est 130 bas-reliefs qui ont été faits par un sculpteur de la Tour de Paix qui s'appelle Roland Ney et qui, entre 1955 et 1977, a sculpté des chèvres, des vaches, des armailles, des paysages fribourgeois. Donc ça donne quelque chose de très très particulier. Et puis il faut savoir aussi que c'est une brasserie à l'ancienne avec un service enlevé. Les gens, c'est pas du tout raffiné, mais c'est très très cordial. Donc ce café du Tivoli, eh bien, je pense que c'est une très très belle adresse pour aller manger quoi. Bah la fondue, je vous le donne en mille. Eh bien, bravo, oui, exactement, c'est de nouveau la fondue. Et vraiment, qu'elle soit tout vacherin, qu'elle soit déclinée dans d'autres formats. Enfin, en plus, ce qui est assez intéressant, c'est que au Tivoli, eh bien, la moitié-moitié n'en est pas une, puisque c'est 1/3, 2/3. Ah. C'est 1/3 œillère, 2/3 vacherin. Eh bien, je pense que c'est pour ça que cet endroit a cette réputation unique. C'est parce que cette fondue, elle est d'une volupté absolue. Maintenant, si vous n'aimez vraiment pas la fondue, ce que je ne peux même pas imaginer, mais si vous n'aimez vraiment pas, eh bien, allez manger du jambon de la Borne. Il est aussi absolument excellent. Ou bien des croûtes ou des omelettes. Enfin bon, il y a toutes sortes de jolis plats très traditionnels. En tout cas, le Tivoli a aussi été présent à la maison suisse lors de Jeux Olympiques. Donc, c'est pas un hasard s'ils ont été choisis. Le Tivoli est une vraie référence. Et puis, moi, en tout cas, j'adore aller manger la fondue au Tivoli. On l'a bien compris en tout cas.